Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la 10e édition d'Hebdo. Cette semaine, une actualité brûlante et absurde à la fois. Comme d'habitude, ce journal se composera de deux parties. Allez, je vous laisse découvrir la sélection de la rédaction. Emmanuel Macron a fixé la feuille de route pour les prochaines semaines quant à un assouplissement des mesures prises face au Covid-19. Le 28 novembre, les commerces ont rouvert et cela jusqu'à 21h. Mais les conditions sont ubuesques puisque le nouveau protocole va imposer à ces commerçants un périmètre de 8 mètres carrés par client, alors que certains magasins ne bénéficient même pas de cette superficie pour les accueillir. Chacun d'entre nous pourra aller prendre l'air jusqu'à 20 km de notre domicile, et cela pendant 3 heures, sans oublier votre attestation dûment signée, votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Reste plus qu'à vous munir d'un bon sac à dos pour mettre tout ça et ne surtout pas se tromper de case au risque de prendre une amende de 135 €. À partir du 15 décembre, si les conditions décidées par le Conseil de défense le permettent, vous pourrez être déconfiné et traverser la France pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Mais parce qu'avec Macron il y a toujours un mais, un couvre-feu sera instauré de 21h à 7h, sauf pour les 24 décembre et le 31 décembre. Parce que le Covid aura déjà roulé sous la table, ivre et fatigué de cette dure année de labeur. Les stations de ski vont pouvoir ouvrir leurs pistes durant les fêtes de Noël, mais cette fin d'année sera sportive pour les fous de glisse. À moins d'avoir un hélicoptère pour vous mener au sommet, il faudra grimper ski sur l'épaule, car les remontées mécaniques ne seront pas autorisées à fonctionner. Le 20 janvier, si le Conseil de défense juge que le coronavirus est toujours en train de cuver, les salles de sport, les bars et les restaurants pourront rouvrir. Les cours présentiels reprendront dans les lycées et les universités suivront 15 jours plus tard. Le président a aussi évoqué le vaccin, apparu comme par miracle dans les laboratoires de Big Pharma. Il a spécifié que les premiers bénéficiaires seraient les personnes les plus fragiles et les plus âgées, espérant juste qu'il n'y aura pas d'effets secondaires néfastes, puisque les tests n'ont pas suivi les protocoles obligatoires, et loin de là même. Il a voulu rassurer les Français en précisant que ce vaccin ne serait pas obligatoire. Peine perdue, car la majorité des citoyens n'a plus confiance en la politique du gouvernement face à sa gestion de la crise sanitaire. Vu les mensonges à répétition de celui-ci. À savoir que si le président Macron avait annoncé l'obligation de se faire vacciner, il aurait commis une faute très grave, même s'il n'en est pas à une près, puisque cette décision doit être prise par un vote sur la loi. Le Parlement devra certainement se prononcer dans quelque temps, quand la question sera posée dans l'hémicycle. Et au vu des lois liberticides votées ces derniers temps, nul doute que celle-là passera haut la main. Si c'est bien le cas, tout opposant à la vaccination s'exposera à de lourdes amendes et des peines pénales. Démocratie, quand tu nous tiens. Il ne fait pas bon d'être un sportif à la retraite par les temps qui courent. En 24 heures, un rugbyman français, Christophe Dominici, a fait une chute mortelle d'une dizaine de mètres dans le parc de Saint-Cloud. Cependant, les circonstances restent floues. Alors, suicide ou malaise ayant entraîné sa chute. Quelques heures après était annoncé le décès de Jacques Secrétin, le pongiste français le plus capé. Puis enfin, les a rejoints Diego Maradona, icône du football argentin, connu pour cette main appelée depuis la main de Dieu, qui envoya le ballon au fond des filets adverses, propulsant l'équipe d'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde 78, puis en finale, pour enfin tenir la Coupe du Monde dans sa main divine, mais surtout tricheuse. Bien que toutes les morts soient désolantes, nous ne sommes pas complètement égaux pour l'affronter. Ces sportifs de renom ont-ils plus d'importance que des citoyens lambda ? Je ne pense pas. Alors pourquoi les médias ont fait des heures de direct pour ces stars du sport et quelques secondes ou un petit encart pour Ghislaine Borillet, 36 ans, restauratrice française, dans de grandes difficultés financières à cause de la fermeture de son établissement, décidée par le gouvernement français pour lutter contre le Covid. Alors que le président Macron avait promis que personne ne resterait au bord de la route, quoi qu'il en coûte. Eh bien, monsieur Macron, vos mots vides de sens sont recouverts du sang de cette femme, et nombre de commerçants qui sont au bord du gouffre pensent à franchir la barrière de l'impensable, puisqu'abandonnés par vous et vos conseillers. Vous qui n'avez pas le courage de dire à la nation que vous êtes dépassé par les événements. Espérons que d'autres suicides ne viendront pas émailler votre quinquennat, déjà très lourd en mutilations et en morts. Nous ne devons pas non plus oublier cette jeune barbière belge de 24 ans, Alison Jadin, qui venait d'ouvrir son salon, son rêve de petite fille, et qui, devant la peur de la clientèle face au virus,
avait déserté son rêve. Face au mur de l'administration belge, elle a décidé de se donner la mort. Enfin, je terminerai par Gérard Miller, restaurateur belge renommé, qui a choisi cette même voie, sans retour, abandonné des décideurs de son pays. Eux aussi méritaient un hommage dans les médias à la hauteur de leur désespoir. Cela aurait peut-être permis d'alerter l'opinion publique sur le poids qui pèse actuellement sur une profession en détresse. Combien de morts devra-t-on encore citer dans ce journal avant que la population se réveille face à ce fléau qu'est devenu la politique mondiale ? D'humeur badine, je voulais commencer ce sujet plutôt affligeant par une parodie d'une chanson de Michel Sardou, femme des années 80, écrite par votre serviteur. Cependant, je vous ferai grâce de mon doux filet de voix pour préserver votre oreille déjà malmenée par les élastiques de la muselière que l'on vous oblige à porter. Dans un voyage en Absurdistan, qu'il a fait devenu grand, il a imaginé sans complexe qu'un jour, il nommerait Castex et qu'il vivra l'étrange drame de voir brûler Notre-Dame. Macron des années 2020, président par ordre divin, va régner sur la terre entière, puisque son nom, c'est Jupiter. Macron des années 2020, du putain de Covid-20, grâce à un super vaccin, on respirera en 2021. Voilà ce nouveau pays qui vient d'apparaître sous nos yeux, sur les cartes et les maps mondes, l'Absurdistan. Mieux vaut en rire de ce gouvernement et de son chef suprême qui semble ne plus vivre dans notre univers. Du haut de l'Olympe, il s'amuse avec son peuple, non pas en lançant des éclairs, mais plutôt des lacrymos et des LBD, et avec des idées et des décisions, toutes plus absurdes les unes que les autres, pilotées par ses ministres, demi-dieux, nommés par Jupiter, le dieu romain qui conquit l'Élysée. Un mélange de mythologie romaine et grecque, à se comparer à des personnages de légende qu'il se méfie de ne pas voir le bas peuple méprisé prendre les Champs-Élysées si chèrement défendus par son armée, et le faire vaciller de son trône, pour que les justes, les héros de la nation, accèdent enfin à l'Élysée tant convoité. Après ces digressions mythologiques, analysons l'actualité de nos gouvernements, de leurs bourdes, voire leurs malversations commises ces derniers temps. Commençons ce tour d'horizon avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se trouve sur la sellette à la suite de l'agression de Michel Zecler par des policiers racistes et ultra-violents, alors que le producteur pénétrait tranquillement dans son studio d'enregistrement du 17e arrondissement de Paris, sans masque sur le visage. Des agents se sentant protégés par leur hiérarchie et la loi de sécurité globale ont décidé de s'en prendre à ce pauvre bougre qui n'a pas fait le moindre geste agressif ni prononcé la moindre parole insultante face à ce déluge de coups de poing et de matraques. Les jeunes qui enregistraient dans le studio ont également été malmenés, sans modération, et emmenés en garde à vue. Sans les images de la vidéosurveillance installée à l'entrée du studio et les vidéos amateurs tournées des fenêtres voisines, ces personnes croupiraient derrière des barreaux, comme quoi cette loi de sécurité globale est absurde. Malgré cela, le ministre est toujours en place. Le préfet allemand se trouve également sur la sellette, suite aux dérives des policiers qui ont eu lieu le 23 novembre, lors de l'évacuation de la place de la République, des migrants qui protestaient contre leur expulsion du camp de Saint-Denis quelques heures plus tôt. Les journalistes présents ont eu le droit au même traitement, malgré leur carte de presse. Le ministre Darmanin a toutefois voulu renouveler sa confiance à Didier Lallemand. Nul doute que ce sera un commissaire qui servira de fusible. Passons à l'affaire Blanquer et le syndicat Avenir Lycéen. Ce jeune syndicat qui avait défendu les réformes de l'éducation et ayant bénéficié en 2019 de 65 000 € d'argent public, englouti dans des frais de bouche et des hôtels de luxe. Ce syndicat créé en 2018 par l'entourage du ministre de l'Éducation, rompant ainsi le dialogue avec des syndicats opposés à ces réformes. Ces derniers n'ont pas attendu pour monter au credo et dénoncer une propagande d'État. Le gouvernement a bien évidemment fait bloc et dénoncé une cabale organisée par les journaux Mediapart et Libération. Et le Premier ministre a renouvelé sa confiance à Jean-Michel Blanquer. Que d'amour dans ce gouvernement. Encore une situation gênante, celle de Marlène Schiappa, qui a fait une vidéo plus que pitoyable en expliquant, comme une adolescente niaise, qu'elle venait d'ouvrir un compte TikTok, comme l'avait fait, avant elle, un certain Emmanuel Macron, qui depuis n'y a posté que 2 vidéos. Je n'oublierai pas notre ministre de l'écologie, Barbara Pompili, qui, après avoir voté contre les néonicotinoïdes, a changé de cap en arrivant dans l'équipe gouvernementale, une première en Macronie. Mais elle est coutumière du fait, puisqu'en 2013, elle plaidait pour un droit à la santé face aux ondes électromagnétiques de la 5G et fustigeait Fleur Pellerin. 7 ans plus tard, elle martèle qu'il n'y a aucun risque sanitaire avec cette nouvelle technologie. Pour terminer, elle annonce que cet hiver, EDF coupera parfois l'électricité. Je le conçois, ça jette un froid. La cause exposée, la faute au Covid,
et à la crise sanitaire. Excuse que vous pouvez ressortir à votre patron quand vous avez fait une bourde. Ça marche à tous les coups. Et oui, la maintenance aurait été perturbée, ça aussi ça fait froid dans le dos. Pourtant, c'est marrant, mais des millions de Français ont continué à travailler durant le premier confinement. Alors, les centrales nucléaires françaises ne doivent pas être des usines de première nécessité. Ne nous voilons pas la face, ce n'est juste que l'arbre qui cache la forêt, puisque les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim ont été fermés, et pour pallier à ce manque d'énergie, il va falloir remettre en route des centrales à charbon, beaucoup plus polluantes. Voilà un triple lutz de notre ministre surnommé du temps où elle travaillait avec François de Rugy. Vous savez, le ministre intolérant aux crustacés. Le couple au gouvernement portait le doux nom de Barbie et Ken. Je terminerai par celui qui a remplacé Sibeth, cher à notre cœur et notre bonne humeur, le Premier ministre, Jean Castex. Comment aurait-on pu passer à côté de cette sortie mémorable concernant l'ouverture des stations de ski durant les fêtes de fin d'année? Mais sans remontée mécanique, ni bar, ni restaurant pour se réchauffer au bord des pistes. Comment vont faire Emmanuel et Brigitte pour skier à la Mongie? Risque-t-il de finir comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski? Manu a chanté Étoile des neiges dans la nuit à une Brigitte frigorifiée? Je pense que la poudreuse est forte cette année, ce qui expliquerait ce délirium tremens gouvernemental. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque notre premier sinistre, comme aimait le nommer notre regretté Coluche, vient d'avoir une idée encore plus lumineuse. Faire de l'année 2021 l'année de la gastronomie française. Philippe Echtebest en a avalé de travers sa spécialité, l'œuf poché à basse température. Et Hélène Darroze, amie de Brigitte Macron, a gobé son tartare d'huître dans un gloops sonore. Je vous le dis, une idée comme il n'en arrive qu'une fois par millénaire, alors que les restaurants et les bars sont quasiment les seuls à rester fermés, et ce jusqu'en 2021. Mais peut-être pensait-il au restaurant L'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui restent les seuls ouverts dans notre pays. Il est vrai que ce serait dommage que l'exécutif fasse une crise d'hypoglycémie face aux défis à relever. Alors je valide cette année de la gastronomie française. Mais alors, arrosé à la sauce des pots de bilan. Ici s'achève notre voyage à travers ce nouveau pays que le monde entier nous envie. L'Absurdistan. Je vous donne rendez-vous dans la 2e partie de cette 10e édition d'Hebdo.